Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de débuter la séance. Je vais d'abord commencer par les procurations. Donc, procuration de Michel Avril pour Anne Leroy. J'en profite pour vous dire que Michel va être absent certainement à un moment. Il a été victime d'un accident hier, double fracture, une jambe, un truc comme ça. Donc, voilà, bon, je le sais depuis hier. L'intervention avait lieu aujourd'hui. Bon. Annick Rollet à Laurent Honoré, Sophie Thierry à Christiane Gaucher et Pierrette Lebert à Marie-Hélène Sparfel. Est-ce qu'il y a d'autres procurations? Je pense que tous les autres sont là. Vous représentez, non, Jean-Yves Thierry n'est pas arrivé, il ne devrait arriver. Mais je n'ai pas de procuration pour le moment. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes absentes, je ne crois pas. Il devrait pas la faire. Alors, la secrétaire de séance pourrait être Anne Leroy. Donc, eh bien, Anne, je vais laisser faire l'appel. Parce que c'est réglementaire. Hein. La liste. Il n'y a pas d'autre procuration pour moi. Voilà. Urbain Christian. Présent. Madame présente. Honoré Laurent. Oui. Mathilde Lévine. Présente. Véron Frédéric. Présent. Suré Amérique. Présente. Large Patrice. Bernien Bernard. Huette Michel. Gaucher Christiane. Larignon Michel. Rollet Annick. Procuration, donc, à Laurent Honoré. Pierre et Sophie. Procuration Christiane Gaucher. Pierre et Jean-Yves. Rémi Colette. Charpentier Michel. Levezouette Daniel. Présent. Avril Michel. Procuration Anne Leroy. Adrien Sylvie. Présente. Guilma Dominique. Présente. Cérès Franck. Présent. André René. Présent. Colin Yannick. Présent. Setz Georges. Présent. Sparfel Marie-Hélène. Présent. Lebert Pierrette. Procuration à Marie-Hélène Sparfel. Et Lobuchon Nathalie. Présente. Voilà. L'ordre du jour de ce conseil, vous l'avez reçu, je vous rappelle, donc l'approbation des comptes du compte rendu du conseil municipal du 16 juillet, le règlement intérieur du conseil municipal. Je vais retirer de l'ordre du jour le projet de PLUC pour Bretagne Investissement. Je vous dirai pourquoi autour de la... Ça ne justifie pas une délibération, ce sera simplement une signature de convention dont je rendrai compte, mais en fait je vais pouvoir vous dire exactement ce qu'il y a tout à l'heure. L'acquisition terrain de Détoul et Verdun, la convention État commune sur les lacs de Vert, la taxe sur l'électricité, convention avec l'USDE, approbation du CA 2013, BP 2014 d'office de tourisme. Je vous proposerai d'ailleurs de le faire en premier de manière à libérer notre invité Éric Cognier, le directeur de l'OT. Admission en valeur sur le budget du port, la convention SFR pour le renouvellement de l'utilisation du pylône, en fait, autorisation de en justice sur la rue des Falaises, la création d'un emploi non permanent, recrutement d'un agent spécialisé des écoles maternelles en contrat à durée déterminée, ça c'est suite à la rentrée, et quelques informations du maire et des adjoints. Donc, sur l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Alors, considère que l'a adopté. Sur le point, j'ai quand même traité d'abord le compte rendu du dernier conseil municipal. Donc il y avait l'approbation du compte rendu du conseil municipal du mois de juin. Je demande à la présidente de l'appel de bien vouloir excuser, mais il n'y a pas de d'EP appel, c'est l'association des parents d'élèves, mais on rectifiera, on essaiera de tenir compte. Révision du PLU, bilan de la concertation avec du PLU, c'était le point essentiel avec un certain nombre de documents qui vous ont été remis sous différentes formes d'ailleurs. Donc je ne vais pas relire tout le document là-dessus. Simplement vous dire que pour le moment, je ne fais toujours pas les dates de l'enquête publique. Dès que les dates de l'enquête publique seront connues, et ça c'est le préfet qui fixe ces dates, ce n'est pas la collectivité qui fixe les dates de l'enquête publique. Il y avait en troisième point la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, la mise en place d'un contrat d'apprentissage,
un certain nombre de règles par rapport au comité technique, limitation du nombre de représentants, et aussi concerne ce comité technique, qui n'est plus paritaire d'ailleurs, même s'il restera, mais il n'y avait pas d'obligation qu'il le soit. En 6, l'avenant marché de travaux port de plaisance, la subvention pour la fête de la musique et l'information sur la création du conseil des sages. Sur ce compte rendu, est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Je ne vois pas notre intervention concernant le terrain de la Villula. Nous étions étonnés du classement de ce terrain qui a été acquis en novembre 2005 par expropriation et qui a été classé dans le zone UB. Or, ce terrain a été acquis pour une destination sport et loisirs, équipements sportifs et loisirs, et le nouveau PLU permet de classer en UE. Donc nous avions demandé que ce classement soit respecté. Alors, je vous ai fait une intervention directe. Sur le reste, il y aura toujours la possibilité au moment de l'enquête publique de venir, mais c'est l'inquiétant. Non, ça apparaît sur la page 4. Alors, au milieu de la page 4, on a lu. Alors, au milieu de la page 4, il est signalé la chose suivante. Le maire relève que le cabinet d'études et le gouvernement travail ont fait plusieurs réunions sur 70 hectares. Sur le terrain, entre parenthèses, ex-plurien à la Villula, il est noté le classement en zone UB proposé. Le maire il précise que c'est la seule solution pour qu'il soit constructibilité qui peut être celle d'un équipement public, ajoute le maire. Oui, mais ce qui n'est pas été dit, c'est que c'est mis à la demande de M. Collin. Non, c'est pas la demande de M. Collin, c'est le fait que notre intervention n'y figure pas. En fait, nous avons votre réponse, mais nous n'avons pas notre intervention. C'est ça, non, mais j'ai bien compris que ce qui manquait, c'est que la réponse vient suite à une question. La question. Et ben, on va l'ajouter. C'est une réponse à une question posée. Et il doit, alors je ne sais pas l'appellation de ce terrain, je vois ex-plurien, pour moi c'était ex-salé. Oui. Mais c'est le même famille. On l'appelait salé, effectivement. Terrain salé. Mais on précise bien que c'est une réponse de. On va dire que c'est ça notre rendu. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est surtout le fait qu'on demande le classement en UE. Oui, non, j'ai compris. Je vous dis que pour la suite qui pourra être donnée, je vous réponds sur la façon dont ça peut être modifié. Vous aurez la possibilité de vous exprimer dans l'enquête publique. Et au moment où l'enquête publique sera faite, vous vous exprimerez dedans pour me demander. Et quand on fera le bilan de la concertation de l'enquête publique, on prend pas. Mais pour le moment, je ne peux pas modifier les documents tels qu'ils sont arrêtés. Ils sont adressés à toutes les personnes publiques associées. Et pendant cette phase de concertation, il n'y a plus la possibilité de modifier les documents. Mais j'ai bien entendu la remarque. Il n'y a pas d'autres remarques? Je soumets à votre approbation. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Alors donc je vous propose de laisser la parole au président de l'Office de tourisme, au directeur, donc Laurent, Eric, pour nous présenter les documents relatifs au budget, sachant que ce n'est pas nous qui allons adopter le budget, il a été adopté tout ça, simplement on a l'obligation de se prononcer sur ce budget. Oui, donc c'est le point 6 en fait qu'on fait passer maintenant. Il s'agit de l'approbation dans vos documents, du CNI, justement j'avais précisé. De l'approbation donc du compte administratif 2013 et du BP 2014. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Hein. Et en fait, c'est le comité directeur de l'Office de tourisme qui vote. Et ensuite, donc, c'est soumis à approbation du conseil municipal. En fait, vous avez dans vos chemises une feuille bleue avec cette fois-ci les tableaux un petit peu plus grands que ce que vous avez pu trouver, ce qui sera plus facile certainement à suivre. Donc, je vais laisser la parole au directeur de l'Office de tourisme, Eric Prunier. Je le remercie d'être venu vous présenter ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter donc, le compte administratif 2013 et le BP 2014. Je vais essayer d'être assez succinct en essayant d'apporter un certain nombre d'éclairages sur des points qui pourraient éventuellement poser quelques. Vous avez d'autres questions par la suite, je me tiens bien sûr à votre disposition. Alors concernant le compte administratif 2013, donc ce que l'on peut noter effectivement concernant les recettes, on atteint donc 269 033 € et 16 centimes et les dépenses 223 108 et 93 centimes. Donc si effectivement le résultat de la section de fonctionnement est positif, hein, avec un solde de 45 924,23 €,
On note quand même que hors excédent reporté, donc vous le retrouvez également dans vos colonnes, un excédent reporté de 70 195,18 €. Le fonctionnement est alors, lui, déficitaire de 24 270,954 €. Voilà, pour être très précis. Concernant donc les dépenses également, donc sur le chapitre 61, donc vous pouvez vous reporter donc sur votre feuille et les colonnes donc avec les articles qui sont nommés. Donc article 61, donc on retrouve une augmentation au compte 61,81. Voilà, donc ça aurait pu éventuellement poser quelques questions. L'explication est effectivement assez simple. C'est le paiement donc d'une facture de Sensation Bretagne qui a dû être effectuée 2 fois puisque l'imputation avait été faite à la mairie alors qu'elle devait être réglée par l'office de tourisme. Donc le retard explique le report sur l'exercice. Concernant donc le chapitre 64 également, donc sur les dépenses de personnel, dépenses courantes, l'augmentation qu'on peut effectivement apercevoir est essentiellement due en mars 2012 et en mai 2013 sur les différents salaires des salariés qui ont été revus avec Madame Fumanal qui a changé d'échelon, ainsi que Madame Troidec qui a changé d'indice et moi-même qui ai changé d'échelon au 1er mai 2013. Donc en 2013, on avait une année pleine pour Madame Fumanal et Madame Troidec. En ce qui me concerne, c'était à compter du 1er mai 2013. Au chapitre 68.15, donc je vous laisse descendre tranquillement. Concernant donc l'état des amortissements, donc il nous a été demandé par le Trésor public de le faire désormais apparaître. Donc c'est pour cela que vous avez donc la somme de 12 036 € qui est inscrite et reportée effectivement pour partie sur le BP 2014 que l'on verra par la suite. Concernant donc les recettes, j'en ai fini sur les précisions en ce qui me concerne pour les dépenses. Concernant les recettes, donc il y a effectivement donc, au niveau de l'excédent reporté, que vous avez tout en haut, une part de l'excédent qui a été affectée en recettes d'investissement, environ 30 000 €. On le retrouvera notamment consommé en 2014, il était pour partie sollicité pour l'aménagement du nouvel office et puis également du site internet qui devrait voir le jour en 2015. Sur le chapitre 74-32, c'est celui sur lequel donc, on a une augmentation significative. Sur la taxe de séjour, elle s'explique notamment, vous le savez sans doute, par l'activité récente et pleine et entière des hôtels Le Benwick et de l'hôtel Le Galion. C'est ce qui a favorisé sur l'année complète une taxe de séjour en hausse voilà, depuis quelques temps maintenant. Juste pour précision aussi, peut-être vous le savez ou pas, donc les taxes de séjour concernant les offices de tourisme EPIC sont reversées intégralement à l'office de tourisme, ce qui n'est pas le cas pour les associations, mais ça peut être versé tout ou partie en fonction des choix. Voilà. Je vous propose de passer au BP 2014, si vous avez pu prendre le temps effectivement de le consulter en amont, de vous reporter donc au chapitre 62, alors vous avez vu, on a un fonctionnement à 240 834. Donc concernant les augmentations que l'on peut voir, seul notamment au chapitre 62 du compte 6233, donc on a une petite augmentation puisque c'était une prévision effectivement qui avait été envisagée dans le cadre en fait, des communications et des plans d'action qui sont menés aujourd'hui sur les territoires élargis, notamment celui de la baie de Saint-Brieuc, puisqu'il y a aujourd'hui un nouveau territoire qui se met en place, baie de Saint-Brieuc, Paimpol-les-Caps, donc on avait fait une petite prévision concernant les actions qu'on aurait pu mener sur cette année-là, et puis également sur le territoire sud-Ouello, ce qui a donné naissance à la carte d'hôte qui a été mise en place cette année en partenariat avec les offices de Saint-Quay-Portrieux et de Étable-sur-Mer courant l'Antique. Voilà. Une petite augmentation également concernant les catalogues et imprimés. Ça concerne donc l'édition du guide de promotion et de communication de l'Office de tourisme qui avait été en partie refondu donc au niveau de sa charte, de sa taille, donc ce qui entraînait une hausse un petit peu des coûts sur l'impression de ce format. Voilà.
Concernant enfin donc l'article 64-78 également sur lequel on peut se reporter. Donc il y avait une décision modificative du 1er juillet 2013 qui avait été faite et qui avait été demandée par le Trésor public pour répartir des sommes des dépenses imprévues sur une autre ligne. En fait c'était juste un jeu d'écriture puisque le pourcentage avait été dépassé, donc il avait fallu imputer ces choses-là de manière un petit peu différente. Donc c'est ce qui explique la ligne que vous avez, la 8 991,65 €. C'est pour équilibrer le budget. Voilà, et ça permet en même temps d'équilibrer avec un jeu d'écriture un petit peu différent. Voilà, en tout cas pour les précisions en ce qui me concerne sur le BP 2014, pour les quelques points qui auraient pu poser question, et sur l'ensemble, voilà, pour l'approbation du BP et du CA. Si vous avez éventuellement des questions, je suis à votre disposition. Sur l'investissement. Ah oui, sur l'investissement, pardon. Oui, c'est vrai qu'on va faire un petit point sur l'investissement. Alors sur l'investissement, il faut peut-être préciser aux gens que vous allez retrouver cette feuille-là dans le complément, dans l'annexe de couleur, voilà, vous allez retrouver ça dans l'annexe et au milieu de cette annexe, à la fin de l'annexe. Voilà, donc pour l'investissement, pour la section investissement, donc on avait notamment... Oui, c'est l'annexe règlement intérieur, avec l'IPD et règlement intérieur. Voilà. Donc à la fin de l'annexe. Règlement intérieur, conseil la version initiale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, je pense que c'est bon. Okay. Donc concernant la section d'investissement, donc on retrouve au CA donc 46 779,24 € en recette, voilà, et 1778 en dépenses. Je fais grâce des virgules. Concernant également donc pour le BP 2014, on avait 52 866,63 €. Alors c'est ce qui s'explique en grande partie avec le nouvel office de tourisme, puisqu'on avait en investissement budgété une partie concernant l'aménagement de l'office de tourisme, aussi bien le mobilier, la signalétique, voilà, un certain nombre de choses qui sont venues agrémenter le nouvel équipement pour une valeur de 30 000 € en ce qui nous concerne. Et puis effectivement, il y a un solde à 15 000 qui va concerner lui l'investissement qu'on prévoit pour le nouveau site internet. Voilà, les consultations devraient être passées au courant du mois de septembre normalement pour un site, on l'espère, opérationnel avant l'été 2015 et qui nous sera nécessaire pour le classement de l'office de tourisme que l'on souhaite en catégorie 1 et la marque qualité tourisme audit que l'on repasse en 2015. Mais ça, on vous apportera plus de précisions par la suite à d'autres moments, je crois. Voilà pour les investissements. Il est vrai qu'en termes de calendrier pour des documents qui ont été votés au mois de février 2014, c'est un peu tard. Ceci dit, février 2014, il y a eu la période électorale de mars 2014, après l'installation du comité directeur de l'OT. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut au moins sur ce point-là prendre l'engagement que dans le mois, les 6 semaines, les 5-6 semaines, enfin, le conseil municipal qui suit l'approbation des comptes par le conseil, par le comité directeur, ça vient devant nous, parce que là, ça vient 5-6 mois après, c'est un peu... Plus forcément ça en tête, c'est vrai que bon, la période était particulière, mais effectivement, on s'est tous mis d'accord pour qu'on essaie de présenter ça mars, avril au plus tard 2015 pour le prochain. C'est tout à fait logique. Qui veut prendre la parole là-dessus? Enfin, je vais essayer de remarquer parce que ça me paraît tellement évident. Si on pourrait... Monsieur le maire, je ne soulignerai pas, vous l'avez souligné, qu'il est curieux d'examiner un budget primitif qu'on peut comprendre. Je voudrais simplement présenter 2 observations. Une forme qui n'est pas, à mes yeux, extrêmement importante, mais qui l'est quand même. Nous sommes toujours les uns et les autres un peu déroutés lorsqu'il s'agit d'étudier un budget. Ça ne sert à rien de se cacher. Personne n'a, semble-t-il, la parfaite maîtrise de la lecture d'un budget. Alors, quand nous avons affaire à un budget qui nous est présenté de cette façon-là,
quand les chiffres sont encore plus petits que les annuaires des postes et télécommunications, il faut faire preuve d'une passion pour les chiffres et pour les budgets pour essayer d'y comprendre quelque chose. Ça, c'est une observation de forme. Mais une autre observation de fond à laquelle nous attachons peut-être plus d'importance, monsieur le maire. Bon, nous voulons bien admettre que c'est le début du conseil municipal, que nous prenons nos marques les uns et les autres, mais il serait souhaitable que lorsque nous examinons un budget, même s'il n'est pas directement de la mairie, c'est un budget du tourisme pour approbation, que la commission des finances, qui est quand même compétente pour examiner au préalable ce budget, soit saisie. Or, qu'est-ce que nous avons? Il était impossible de comprendre quoi que ce soit au budget avec les documents qui nous ont été fournis. Il y a une meilleure compréhension avec la feuille bleue qui nous est adressée, mais j'aurais aimé, nous aurions aimé, que l'ensemble du conseil municipal puisse, à l'aide de sa commission des finances, étudier plus avant ce projet, ce budget primitif. Voilà une observation. Donc nous attacherions ici, monsieur le maire, à ce que des textes aussi importants que celui-là soient soumis au préalable à la commission des finances, dont c'est la compétence normale. Et pour cette raison, nous nous abstiendrons sur ce budget. Alors, c'est vrai que la commission finances, là-dessus, n'a pas vraiment compétence pour modifier le budget. Pour l'examiner, j'en conviens. Je ne demande pas la modification. Parce qu'on n'a pas compétence là-dessus. C'est ça. Vous l'avez bien compris, vous le savez bien. Ou alors, si c'est une... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais c'est ça. Donc, mais ceci dit, il est vrai que pouvoir l'examiner, c'est bien ça, plus tranquillement dans le cadre d'une commission. Bon, c'est vrai que là, réunir une commission encore avant, c'était encore reporté d'un mois l'approbation de ce document. On est déjà largement en dehors des clous. Au point où on en est. Oui, non, mais ceci dit, bon, on sait bien que c'est presque pour... c'est pour forme qu'on nous le soumet en approbation, hein, puisque, admettons qu'on ne l'approuve pas aujourd'hui, ça n'empêche pas d'être exécuté, ce qui pourrait amener peut-être par la suite des observations de structures de contrôle, ce qui serait logique, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que là, il faudrait pouvoir le passer en commission, mais on n'a pas voulu attendre la prochaine commission qui va avoir lieu, parce que c'est encore reporté d'un mois. Mais bon, ceci vaut pour ce texte. On ne l'avait jamais fait jusque-là, remarquez, mais on l'a encore jamais, ça n'a encore jamais été examiné en commission finance. La dotation qui vient de la commune en direction de l'Office du tourisme passe en commission, puisque c'est une somme qui est votée au budget de la commune. Mais l'examen en tant que tel, on ne l'a pas fait, mais on pourrait y consacrer soit en commission finance, ou peut-être aussi, ce qui pourrait être plus intéressant, en commission économie tourisme. Ce qui paraîtrait presque plus intéressant en termes de suivi d'activité. Enfin, dans une commission. On a besoin d'un moment de réflexion, d'un moment de discussion, parce que là, notre vote va purement être formel. Vas-y. Conseil municipal, parce que c'est un EPIC, donc on a quand même des élus. Alors c'est vrai qu'il y a un changement de mandature, mais il y a des élus du conseil municipal qui sont désignés pour être dans le comité directeur et qui ont examiné et voté ce budget. Y aurait-il des élus, madame, à vos yeux, de première catégorie et des élus de seconde catégorie? Non, c'est un peu comme non, sauf qu'il y a des gens désignés dans une structure de gestion. Donc on ne peut pas voter en touche comme ça. Il y a des élus qui sont désignés à l'office de tourisme en tant que tels. Oui. Et qui sont en responsabilité, ceux-là. Pas tous non plus. La commission des finances est une émanation du conseil municipal. Oui. Et a un rôle, est prévu dans le règlement intérieur. Non, d'une manière générale, il faut faire passer des textes de ce type devant le conseil municipal. La subvention concernant l'office de tourisme est passée par la commission finance. Non mais, vous n'étiez pas là parce que nous avons voté ce budget-là en fin de mandature et on l'a voté au mois de novembre, au mois de décembre, pardon. Mais ça a été vu dans cette commission-là. J'en conviens pas la totalité, mais au moins la part que la commune attribue au fonctionnement de l'office de tourisme est passée dans ce cadre-là. Après, la totalité, je suis d'accord, mais il ne faut pas qu'on mélange. On ne fera pas une commission finance spécifiquement sur le budget de l'office de tourisme. Je ne demande pas une commission des finances spécifique, mais je demande que ce dossier, comme d'autres d'ailleurs, qui concernent plus particulièrement
les finances, eh bien, soit soumis à la commission des finances. L'EPIC en tant que tel peut aussi avoir sa commission finance, c'est même souhaitable qu'ils puissent travailler sur le budget en préparation avant de le soumettre à leur propre CA. Alors à quoi sert la commission des finances si on ne peut pas se saisir d'un dossier comme celui-là? Si, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur la responsabilité et pas sa sur la dotation que l'on donne à l'Office du tourisme. Mais on a le contrôle. Confirmé dans notre décision de Oui, non, Je regrette vraiment. Relisez le règlement intérieur qui n'est pas encore applicable. Il est indiqué dans le règlement intérieur, si les souvenirs sont exacts, que la plupart des dossiers passent en commission avant des conseils, sauf décision du maire. Oui. Mais quelle que soit la commission, je pense qu'elle ne doit pas se substituer au comité directeur qui est responsable. Il n'a jamais été question qu'elle se substitue. Donc moi je veux bien qu'on fasse aussi une commission là-dessus, mais faire une commission là-dessus alors que ce n'est qu'une simple approbation, bon, voilà, on peut se rajouter ça, mais je ne suis pas sûr de la nécessité, non, franchement. Allez. Mais on peut en Mais discuter. en passant en commission, je suis d'accord, ça ne faudra pas qu'on se trompe sur la nature du travail qui pourra être fait par cette commission. Complètement d'accord. Et pour à l'avenir, vous mettez des documents. Si on a repréparé un document, c'est parce qu'on a bien vu Merci que l'envoi du document qui a été largement perturbé pour ce conseil municipal. Il n'y a pas que ce document-là d'ailleurs, vous en connaissez. Voilà. Bon. On a été sur la forme. Et sur le fond. Mais sur le budget lui-même. Donc vous ne vous prononcez pas, je comprends que vous n'avez pas eu le temps des budgets. Et c'était pas lisible pour les budgets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah, écoutez, je le soumets à votre approbation, de manière globale. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a 6 abstentions. Et les autres approbations. Je vous remercie. Alors, règlement intérieur du conseil municipal. Merci Eric. Merci de votre attention, qui permet de les fixer. Non, c'est normal, en général, qu'on fasse intervenir d'abord les gens extérieurs sur ce type de dossier. Bonne soirée. Donc, règlement intérieur du conseil municipal, quelque chose aussi que vous nous avez aidé à remettre sur les voies, sur la bonne voie. J'espère que c'est le cas, après des petits soubresauts de dernière minute. Alors, Anne, si tu veux bien. Donc oui, on vous représente donc ce soir le règlement intérieur que nous avons travaillé pendant l'été avec M. André. Donc les modifications ont été apportées, elles sont toutes à la marge. On ne va pas relire l'ensemble du règlement intérieur. Je vais donner le numéro des pages et puis les numéros des articles pour voir De toute façon, là où il y a eu des changements, c'est écrit en gras. Et sur le nouveau document, qui est bleu, hein, donc vous le voyez. Le bleu, oui. Donc à la page 4, à l'article 4 qui est intitulé Accès au dossier. Donc une modification a été apportée. Le maire, en ce qui concerne l'accès au dossier, on a aussi échangé avec M. André sur le délai de convocation qu'on a maintenu donc à 5 jours francs. Et donc on précise que le maire rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour toute ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Donc ça concernait les questions qui étaient posées dans le délai des 5 jours francs. Qu'est-ce qu'on a modifié? On a modifié aussi l'article ensuite, hein, donc on parle durant les 6 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables. Donc, et on précise à la fin de l'article que toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint en charge du dossier ou du directeur général des services sous réserve de l'application de l'article L212-9-12 alinéa 2 ci-dessus. Voilà. Pas de questions particulières? Qu'est-ce qu'on a à la page suivante, on a les questions orales.
là on n'a pas modifié. On a à l'article 6, les questions écrites. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. Le maire y répond à la séance la plus proche. Voilà, c'est un ajout qui a été effectué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a modifié? La consultation de la commission, justement. Où ça? Un peu plus loin. Page 7. En haut de la page 7. En haut de la page 7, oui. Donc, sauf décision contraire du maire, dûment motivée, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par les commissions. Donc, ça a été rajouté. Et puis, je pense que c'est... Il y a des abstentions tout à fait à la page 12. Donc, nous avons rajouté que les bulletins ou vote nul et les abstentions sont comptabilisés. Dans la partie article 22 qui concerne les votes. Au milieu de la page 12. Au milieu de la page 12. C'est pour éviter la formule que vous aviez soulevé le problème, dire unanimité, alors qu'il pouvait y avoir des abstentions. Voilà, je crois que c'est tout, hein, M. André, les points que nous avons examinés ensemble. Oui, M. André. Bien, monsieur le maire, je voudrais prendre acte de ce que les observations que nous avons présentées ont été acceptées et nous voterons le règlement intérieur sans aucune difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole sur ce document? On va s'obliger à appliquer à partir du moment où il va être adopté. C'est simplement une question concernant le contenu. Il se situe où exactement dans les commissions? Ah, mais ça, c'est là. Non, mais ça relève pas du règlement intérieur, ça. Non, c'est autre chose. Ça, c'est des commissions officielles qui sont créées après le suivi de tout ça. Ça ne relève pas de ce genre de documents. Pas d'autres demandes de prise de parole? Donc, pour l'adoption. Ah, oui, Anne. Par rapport à la question sur le camping, les affaires concernant le camping peuvent être examinées selon leur nature en commission tourisme Ça arrive même en commission travaux quand il s'agit des travaux. C'est vrai que. Non, c'était pour savoir exactement pour se situer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres? Non. Je me soumets à votre approbation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, unanimité, merci. Alors ensuite, il était mis, je vous ai demandé de l'enlever, enfin j'ai proposé d'enlever le projet de délibération sur le partenariat, ce qu'on appelle une PUC là. En fait, on s'est aperçu que ce projet urbain partenarial, qui est en fait l'engagement d'un investisseur de payer des travaux, pouvait nous priver d'autres recettes de la part de l'investisseur. On peut l'amener à payer à avoir d'autres recettes. À partir du moment où on a obtenu une convention normale, qui n'est pas une pub, avec cet investisseur, ce qu'on lui a demandé, ce qui est signé à ce jour de sa part, on n'est plus obligé de passer une pub. Parce que si on passe ce type de délibération, eh bien on va exclure le fait qu'il paie la taxe d'aménagement. Donc on n'a pas envie de se priver de la recette. Le fait que ça s'appelle une pub, c'est exclusif de toute autre taxe. Donc on n'a pas intérêt, puisqu'on a obtenu signature d'une convention normale, à signer. Voilà l'explication du fait qu'on est retiré en tant que pub. Je peux vous dire que la convention, normalement, qui nous a retourné signé d'un montant de 2 468,44 € hors taxe. Voilà pourquoi je la retire. Pour ne pas après qu'ils nous demandent tout simplement l'application de cette délibération sur la votée. Ils sont en droit de le faire. Point suivant, l'acquisition du terrain à Lenez-de-Boule et Bernard. C'est Bernard qui nous présente ça. Donc, on a fait terrain qui est pris du projet de Bernard. Et donc, les consorts
Jean-Fort Lenepvou, donc propriétaire d'une parcelle dans les Bernins, donc de 2725 mètres carrés. Nous ont proposé à la commune de l'acquérir. Donc le prix fixé a été de 1 € le mètre carré. C'est le même prix qui a été pratiqué sur tous les terrains déjà acquis dans le site des Bernins. Donc les frais d'acte seront à la charge de la commune. Donc il est demandé d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes et documents liés à cette acquisition. Je crois que vous avez un plan qui positionne le terrain dans le document. Hein. Oui, il est à la fin du règlement. C'est la partie haute du règlement intérieur. Couleur saumon. Oui, couleur. Je ne prononce plus sur les couleurs. Saumon, je ne prononce plus sur les couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres terrains en cours de négociation actuellement sur les Bernins, Bernard? En cours de négociation. On a envie d'en acheter, c'est sûr, mais... Donc, nous avons des contacts avec plusieurs propriétaires, mais pour l'instant, ces contacts permettant une acquisition amiable n'ont pas encore abouti, donc je n'espère pas que cela puisse se faire sur certains terrains. Je rappelle pour certains que nous avons pris une délibération pour confier au centre de gestion il y a quelques mois déjà une mission d'expropriation, enfin de négociation d'expropriation. Ça a été pris il y a déjà. Oui, il y a des DUP qui a été voté. Il faudra peut-être qu'on fasse un point, ça pourrait être fait peut-être en commission urbanisme déjà, sur l'avancement de ce dossier. Mais il y a une mission qui a été confiée au centre de gestion qui n'a pas encore donné lieu d'ailleurs à des acquisitions, je ne pense pas, je n'ai pas vu passer, pour acquérir des terrains dans le cadre d'une DUP. Donc pour faire un point en commission d'urbanisme, effectivement. Je pense parce que je dirais tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'était le projet. C'est un truc qui a maintenant 4 ans au moins. 4 ans. Des années, on avait donc là, il n'y a pas besoin d'aller à l'expo puisque la personne est venue nous proposer son terrain. Des questions? Alors, on veut dire aussi pourquoi le téléphone sonne, c'est parce qu'on a un agent qui a eu un problème de santé en fin de journée à 17h qui a été hospitalisé. Donc, on attend un petit peu de ses nouvelles. Voilà, un problème, quelqu'un qui a été hospitalisé, M. Le Lévrier, voilà, qui a eu un problème vers 17h, il a été hospitalisé. Donc voilà, on est un petit peu en attente de nouvelles, sachant qu'on pensait que c'était gastrique, mais apparemment ce serait pulmonaire. Non, enfin bref, il est comme les âmes. Il a été hospitalisé dans la fin de l'après-midi. Voilà pourquoi il y a eu 2 ou 3 coups de fil. En général, on évite ça. Bon, on revient au sujet là. Terrain, des questions sur ce terrain-là? Il n'y en a pas? Tout le monde est d'accord. Comment? Dans la convention, tout le monde est d'accord. Non, mais je vais vous proposer. Je vais vous proposer de voter. Non, c'est pas ça, mais entre la commune et puis. Ah oui, oui. Il y a accord. Oui, non, on ne va pas venir ici tant qu'il n'y a pas accord. Bon, ils en voulaient un petit peu plus peut-être au départ. Vous savez bien commencer avec un vendeur de terrain. Mais déjà 1 € sur ce type de terrain, c'est déjà très bien. Parce qu'on oublie quels étaient les tarifs quand on était en francs. On est passé, ça c'est comme un certain nombre de consommations, on a pris l'unité de base. Mais il y a quelques années, on était sur des tarifs au mètre carré sur ce type de terrain qui étaient plutôt autour du 2000 €. Hein. Ouais, mais les premiers terrains ont été acquis à 1 €. Oui, 1 € déjà le mètre carré en 2005. Hein. Oui, mais c'est quand même plutôt bien. Donc, on a l'accord des vendeurs et les acheteurs. Les acheteurs vont peut-être être d'accord quand je vous le soumettrai au vote. Donc, qui est d'accord pour que je signe? Voilà, je vois ça. C'est bien, tout le monde suit. Qui s'abstient? Comme Michel n'est pas là. Unanimité, merci. Je pense que les parties prennent des nouvelles. Alors, le point suivant concerne une convention que l'État nous a proposée. Donc, j'en avais fait état lors de la commission sur la modification du budget. L'État nous a proposé un accord
qui était de dire si vous arrêtez tout recours concernant ma responsabilité sur la période 2010 à 2013 dans la pollution algue verte et tout recours sur plus d'aide financière, eh bien on considère qu'on a encore une dette à votre égard de 30 870 €. En gros, c'était à prendre ou à laisser, sachant que la plupart des communes apparemment ont accepté la proposition de l'État. Ça date, vous voyez, 2010-2013, à une période, sur cette période-là, il y avait encore pas mal d'algues vertes sur la plage. On n'en a pas eu cette année, on n'a pas ramassé, il n'y aura pas de charge directe là-dessus. Mais voilà, la proposition, c'est de solder un compte. Je pense l'État veut là-dessus limiter le nombre de requérants qui pourraient s'opposer à ces... enfin, qui pourraient demander à ce que les procédures durent sur ce dossier-là. C'est un solde de tout compte sur le ramassage et le transport des salles. Donc, est-ce qu'il y a des observations là-dessus, des questions? Oui, Frédéric, juste une précision. Vous savez que l'État a lancé un plan de lutte contre les algues vertes. Ce plan fait l'objet... C'est un plan État-région. Le plan État-région, après avec une déclinaison locale. Oui. Et le pilotage, il est à la fois État et préfecture de région et conseil régional. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, localement, il est décliné et effectivement, les communes littorales sont associées et on travaille avec les autres acteurs sur la résolution de ce problème qui reste quand même un souci, même si effectivement, pour l'unique, depuis quelques années, qui n'est pas encore connu, potentiellement il est déjà là et donc on travaille avec les autres acteurs pour améliorer la situation. C'est vrai, sur le secteur du pays de Saint-Denis par rapport aux engagements qui ont été pris ou pas pris par le monde agricole, parce qu'en fait c'est un partenariat sur lequel il faut que le monde agricole s'engage. On n'a pas encore atteint, en termes d'engagement des agriculteurs, le seuil qui était prévu en termes de surface concernée. Il manque encore des hectares. Or, il avait été dit par le préfet de région au début de la procédure, il y a quelques années, que s'il n'y avait pas des engagements par la voie de contrat, d'engagement volontaire, il y aurait une décision de prise pour imposer un certain nombre de règlements. On sait que ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux avec le monde agricole. Donc j'ai cru comprendre l'autre jour qu'on allait refaire encore une dernière tentative pour obtenir environ 80%, atteindre 80% des objectifs d'engagement des cultivateurs concernés par, des producteurs concernés par le problème des zones sur azote, là, je sais le nom qu'on lui donne à ce type de problème. Pour qui s'engage. Donc il va y avoir un délai supplémentaire, alors que normalement, on arrivait là au bout, en excédent d'azote. Voilà, je cherchais, je savais qu'il y avait azote dedans, je placé dans le bout. Donc là, il va y avoir un délai supplémentaire. Donc ne soyez pas surpris quand on lisait la presse là-dessus, parce que normalement, là, on était rendu au bout de la période dite d'engagement volontaire. Bon, et on n'a pas atteint les surfaces, d'après le bilan qui nous a été fait l'autre jour, mais tu as peut-être des informations supplémentaires. C'est vrai qu'on n'a tenu ni les surfaces, ni le nombre, puisqu'alors je pense que c'était 90% sur les nombres d'exploitation. Cela étant, il y a beaucoup de contrats qui sont en cours, beaucoup de diagnostics, parce qu'évidemment, il y a un processus qui est un petit peu long, entre le moment où l'agriculteur accepte de rentrer dans la démarche, il y a un diagnostic de fait sur son exploitation, choisir un prescripteur pour lui proposer en fait, un certain nombre de mesures individuelles. Le contrat est soumis à l'approbation des bassins versants, et ensuite seulement la convention doit être signée. Et globalement, au niveau du SAGE, on vérifie que l'ensemble des conventions individuelles permet de respecter l'objectif collectif. Voilà. C'est un petit peu compliqué, un petit peu long pour les agriculteurs. Beaucoup sont dans la démarche. Finalement, il y a assez peu de refus, c'est-à-dire d'agriculteurs qui disent qu'ils ne sont pas concernés. Et
ce qui ressort, c'est que dans ceux qui ne sont pas concernés, effectivement, la plupart, c'est parce qu'ils sont en train de céder leur exploitation ou proches de la retraite. Tout ça, en fait, mérite d'être affiné. Et en tout cas, ce qu'il a souligné, c'est que la Chambre d'agriculture est très impliquée dans le processus et ne manque pas justement d'essayer de faire avancer. J'insiste un peu là-dessus, parce que solde de tout compte, c'est bien solde par rapport au ramassage, au transport sur la période 2010 à 2013. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver l'année prochaine ou encore avec des algues. Hein. Le problème n'est pas réglé. Hein. Bon. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Taxe sur l'électricité. Ah, elle a fait couler de l'encre aussi au niveau national, cette taxe sur le fait qu'elle soit maintenue ou pas maintenue. Du moins reversée à qui le droit? Patrice? La taxe communale sur la consommation finale d'électricité, dans la loi de finances de 2013, l'article 45 prévoyait de modifier le dispositif de perception de la taxe en l'attribuant d'office au SDE, au service départemental de l'énergie, ce qui limitait ainsi le reversement à la commune. Ces nouvelles dispositions, vous en doutez, avaient suscité de bon nombre de réactions. La nouvelle loi de finances a tenu compte, le Parlement en l'occurrence, actant un retour à la situation précédente. Le SDE, par contre, ne peut effectuer le versement que sous réserve d'une délibération concordante de la collectivité. Et cette délibération doit être prise avant le 1er octobre 2014. Le coefficient actualisé a été fixé par le service départemental de l'énergie pour 2015 à 8,34 contre 8,28 en 2014. Pour information, la participation octroyée par le SDE au titre de cette taxe 2013 était de 58 094 €, qui est versée en 4 fois dans l'année. Donc le Conseil est appelé à donner son aval sur le reversement par le service départemental de l'énergie de la taxe sur l'électricité, bien sûr cette taxe actualisée par rapport au coefficient du SDE. En fait, ça nous a payé un an en retard. Oui. On perçoit en 2014 la taxe de 2013. Je pense qu'il faut qu'ils aient les consommations pour pouvoir les reverser. Les calculs sont faits sur les quantités d'électricité consommées par la commune. Sur la commune. Sur la commune. Sur la commune. Bah, on a donné la compétence au SDE. Hein. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors cette taxe, elle correspond au reversement, qui figure au compte administratif, au reversement on met une ligne d'à peu près, si je me souviens bien, de 60 000 € pour l'électricité, pour les travaux d'électricité, c'est ça, pour les travaux sur le... Ah, c'est pas forcément pour les travaux. On peut décider après de mettre en investissement 60 000 € de travaux, mais elle n'est pas fléchée. On ne dit pas. C'est la ligne de 60 000 € qu'on met au administratif. C'est la ligne de 60 000 € qu'on met en. Non, mais sur la partie recette. Oui. Oui, c'est ça, la partie recette. Mais elle n'est pas fléchée en termes d'investissement. J'ai cru que. Non, c'est ça, ça correspond bien à cette somme-là. Ah, bah oui. C'est ce que le SDE nous reverse. Alors il y a d'autres, je pense que dans la ligne dont il est question là, il y a certainement d'autres reversements pour d'autres réseaux. Il n'y a pas d'autres réseaux sur la commune que l'on met, je ne sais plus à quel compte, mais il y a peut-être quelques centaines de milliers d'euros qui viennent compléter ça. Est-ce qu'on peut avoir des versements pour d'autres réseaux, non? Oui, on a le réseau, on a pour le réseau gaz, et puis le réseau. Oui, on a pour le réseau gaz sur ce réseau-là. Là, on a une redevance avec GDF. Tous les réseaux qui passent sur la commune, en principe. Il y a d'autres questions là-dessus. Donc tous les ans, en principe, il faut qu'on délibère sur le. Avec tous les ans, prêt pour 3 ans là? Non, c'est pas nécessaire. Pour 3 ans? Si on peut gagner du temps. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, ensuite, admission dans nos valeurs, budget du port de plaisance. Anne. Donc le Trésor public nous demande une admission en non-valeur pour un certain nombre de titres concernant des usagers du port, 13 au total.
pour un montant de 3 777,64 €. Voilà, donc le Trésor public nous a indiqué avoir entamé un certain nombre de démarches, des lettres de relance, des commandements envers ces usagers, et tout ceci s'est révélé infructueux. Donc il s'agit de dettes qui sont anciennes, puisque certaines datent de 97 et qui vont jusqu'à 2008. Bon, pour certaines, il s'agit de sommes assez minimes, mais il y en a quelques-unes, dont une en particulier, qui est de l'ordre de 1 017,21 €. Voilà, donc le total, 3 777. En fait, quand on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont fait l'objet des fois de paiements partiels, et on arrive à des résultats, des fois des restes vus de 3 € pour certaines personnes. Il y a peut-être ça. Il y a des sommes plus importantes. Il y a 600 €, 500. Il y a 4 sommes. Oui, 4 sommes importantes. Voilà. C'est vrai que sur ce type de fonctionnement, on est content qu'on ait des recettes dans l'année, encore faut-il qu'après, elles soient actées par des paiements. Chaque année, sur chaque budget du port, il y a des impayés. Chaque année, sur le budget du port, il y a des impayés. En termes de fonctionnement cette année, en termes de passage, le mois de juillet a plutôt été bon sur le port parce qu'il faisait beau, et le mois d'août a été plutôt moyen. Voilà. Donc, mais ça n'a pas échappé à ce qui s'est passé dans les autres domaines. Donc plus de passages en juillet, et le mois d'août très moyen, pour la condition de météo, je suppose aussi, qui ont joué. Et puis le contexte général peut-être aussi, qui va impacter ce type de budget. Question. Je propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, convention SFR, renouvellement des conventions SFR. Alors, je laisse aussi Patrice, là. Donc, l'opérateur SFR nous demande de re-signer une convention, une nouvelle convention concernant l'installation, le relais de radiotéléphonie situé sur le site de la Vigie. L'emplacement occupé sur le stade municipal est composé d'un pylône supportant divers dispositifs d'antenne, d'émission et de réception et des faisceaux hertziens, et un local technique et armoire technique. Donc la convention propose une durée de 9 ans, puis une reconduction par période successive de 5 ans. Le loyer proposé est de 4 850 €, avec une augmentation annuelle de 2% sur la durée du contrat. La précédente convention avait été signée en 2006, date de 2006. Le Conseil est appelé à donner son aval pour la signature de cette nouvelle convention. Alors la demande, pour être plus précis, la demande de SFR était d'avoir une convention sur 15 ans. 16 ans. 16 ans. Bon, on comprend, ils ont besoin de sécuriser leurs investissements, mais on leur a fait savoir que 16 ans, c'était pas, même si la participation pour la commune est intéressante, le loyer n'est pas nul, 5 000 € presque, c'est pas nul, mais 16 ans, ça nous paraissait excessif, donc ils ont accepté de revenir à 9 ans. Nous, on avait proposé 6 ans. 6 ans. Mais ils ont voulu la même chose que la première convention qui était de 2006. Alors, ça n'existe pas chez eux, les conventions de 6 ans. Donc on est à 9 ans, ce qui était la vôtre. Alors ça touche bien strictement pylône et local technique, c'est-à-dire que ça ne présage en rien d'une 3G, d'une 4G, d'une XG, j'en sais rien plus tard. On n'est pas là sur l'autorisation, on n'intervient pas sur le niveau de matériel en termes d'émission. Enfin, en termes de niveau d'émission aussi, on a un rôle de contrôle, mais sur le matériel installé en termes de 3G ou 4G, c'est pas du tout l'objet de la convention. C'est vraiment matériel, le local technique et l'antenne qui est dessus. Après, une fois qu'ils ont l'antenne, le type d'émetteur qui est dedans, si c'est de la 3G ou de la 4G, je crois qu'ils sont toujours en 3G. Ils sont en 3G. Ouais. C'est Orange qui a la 4G là sur le secteur. Il y a eu des contrôles de fait, je crois, récemment dans le secteur. J'ai vu
des gens passaient qui semblaient faire des propos dans ce qu'on avait déjà fait, il faudra qu'on remonte. Vous avez une demande de prise de parole? Oui, allez-y, madame. Il s'agit bien en fait juste du renouvellement de la... Oui, de la convention. Parce que ça prête à la confusion en fait, la formulation utilisée d'une nouvelle convention pour l'installation d'un roller. Oui, j'ai modifié. Oui, j'ai vu. Dans la lecture, il a changé. Alors ça, c'est pas le document, bien entendu, hein. Mais effectivement, c'est la reconduction de la convention. Il voulait enfin, elle était nouvelle dans la mesure où il voulait passer de 9 ans à 16 ans. On était vraiment sur un truc complètement... On a trouvé que 16 ans, c'était vraiment... même s'ils ont des investissements à faire, il y a des limites. On ne sait pas comment évoluera la téléphonie dans les années à venir. Et donc les conditions sont restées les mêmes, mais juste en fait la durée qui change. La durée et sur l'augmentation annuelle, on est tombé sur un chiffre de 2%. C'est vrai qu'on aurait souhaité, pour que dans les contacts qu'on a pu avoir, que ce soit minimum 2%. C'est-à-dire si l'inflation passait par exemple à 3, on puisse avoir 3. Mais ils nous ont fait comprendre aussi qu'en mettant 2 dans le contexte actuel, à 2, on est déjà au-dessus des chiffres qu'on aurait peut-être été amené à prendre en faisant appel tout simplement à des indices de révision, comme ça peut se passer sur certaines conventions de certains marchés. Bon. Ça pouvait jouer à 1%, donc 1% sur la somme, en plus ou en moins sur 9 ans. Bon, on peut penser que ce serait étonnant que les prix se remettent à glisser comme on les a connus il y a 10 ans ou il y a encore quelques années. Hein. Ce serait bien étonnant. Je souhaitais d'ailleurs que ça ne se fasse pas. D'autres questions de M. Je demande de précision, M. Vert. Vous l'avez indiqué, mais c'est uniquement le renouvellement de convention. Est-ce qu'il y a un matériel plus puissant? Alors, ça ne fait pas partie de la convention. Et il n'y a pas, c'est pas du passage de 3G en 4G. D'ailleurs, pour passer de 3G en 4G, en fait, nous, on n'interviendra pas dans le montant de l'allocation. C'est bien ça le problème. Et eux, s'ils voulaient avoir 16 ans, c'est justement parce qu'ils vont faire des investissements certainement pour passer en 4G et qu'ils voulaient sécuriser leur investissement, c'est tout. Et la rentabilité de la fibre. La fibre optique va arriver dans le coin. C'est pour ça que j'ai dit la XG. Oui. Non, mais là, on ne précise pas dans la convention si c'est 3G et 4G. Bon, le débat sur les pilotes, il reviendra, y compris sur Clinique. Hein. Il a déjà eu lieu il y a combien de temps? Il y a 2 ans, on a eu un projet de nouveaux pilotes. Faut rêver, hein, ça reviendra, il y a des besoins, il y a encore des zones d'ombre en termes de captage. Je pense que, quand je dis ça, j'imagine que certains ici peuvent être concernés par ces zones d'ombre, donc il y aura des demandes de pilotes supplémentaires, c'est bien. Bon, moi ça va, les pilotes, ça va, je suis bien desservi, j'ai pas de souci de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Donc je vous la soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, autorisation d'ester en justice, effondrement, mur des falaises. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué ici plusieurs fois. Donc, j'avais été amené à prendre un arrêté de péril éminent en février 2014 suite à l'effondrement du mur de soutènement d'une propriété rue des Falaises. Alors, au départ, on avait mis en cause, c'était la propriété Vassereau. Ensuite, il s'est avéré que le mur en cause était peut-être mitoyen. Je dis peut-être, parce que ça va faire l'objet d'un jugement et un litige. Il va donc y avoir un jugement là-dessus. Les époux Pierre-Poelaine ont sollicité par écrit le retrait du nouvel arrêté municipal, retrait pour lequel une réponse négative leur a été adressée. Et c'est cette décision qui fait l'objet à présent du recours notifié le 27 août à la commune. En fait, dans les différents arrêtés, on débat toujours pour savoir qui est le propriétaire du mur. Alors quand on envoie, il faut qu'on envoie 2, sachant que dans l'un des cas, c'est même pas une tutelle, c'est 2 tutelles que nous avons. Parce que les 2 personnes sont sous tutelle. Donc en fait, là, il s'agit de m'autoriser à rester en justice pour défendre les intérêts de la collectivité. Bon. Débat entre avocats, hein, la dernière fois, entre cabinets, la dernière fois qu'on a fait une réunion, 6 ou 7 cabinets d'avocats concernés sur ce dossier-là. Il y a les propriétaires, il y a les tutelles qui sont là, il y a déjà eu des conflits dans cette zone-là avec l'effondrement d'un autre mur juste à côté, certainement pas au bout de nos peines dans cette rue-là.
semble essayer de défendre les intérêts de la commune au mieux. Est-ce qu'il y a... Donc c'est pareil, c'est pas soldé. Derrière ça, il y aura le remboursement à la collectivité des travaux que nous avons été amenés à exécuter dans l'urgence. Nous étions obligés de le faire puisque les propriétaires des terrains ne faisaient pas le travail. Et à partir de là, on a engagé les travaux. Et maintenant, il s'agit bien de récupérer. Sauf que, en fonction du résultat du jugement qui sera prononcé sur la mitoyenneté ou pas du mur, il va y avoir 2 à payer ou 1 à payer. Donc, derrière, il y a actuellement au minimum autour de 70 000 € de travaux pratiquement pris en charge par la collectivité. 70 000. Et pour faire la totalité des travaux de remise en état de cette portion-là, on serait sur un montant autour de 250 à 300 000 €. Autant dire que c'est largement la valeur des biens de moins d'une personne qui s'en cause. Voilà. Vous avez les informations, je ne peux pas trop en dire plus parce que ça devient c'est très compliqué dès le début et ça va l'être jusqu'au bout. Des questions encore? Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, création d'un emploi non permanent, recrutement d'un agent spécialisé des écoles maternelles en contrat de durée déterminée. Donc, la collègue en charge des écoles, Sophie, n'étant pas là, je vais vous présenter ça. D'abord, vous rappelez un peu le contexte de la rentrée, puisqu'on a dans les 2 écoles, on a d'un côté 191 élèves à la Vigie, 127 à l'école d'Hainaut. Ce qui s'est produit, on le préparait depuis le mois de juillet avec l'inspection académique, c'est-à-dire essayer d'avoir la création d'un poste. Vous savez bien comment c'est pas sur des postes définitifs au départ, donc la réponse de l'inspection académique ne s'est d'ailleurs pas faite avant la rentrée. Il y a eu d'abord un constat, ils sont venus constater que les enfants préinscrits étaient bien là. Et les enfants étant là, on a eu la création d'un poste, au moins pour l'année, d'un poste supplémentaire. Il s'agit d'un poste qui est en école maternelle, puisqu'en maternelle, on est sur 67 enfants. J'ai dit 191, donc c'est 67 plus 124, c'est ça, oui. Donc en maternelle, à partir du moment où il y a la création du poste d'enseignant, il va de soi qu'il faut le poste d'ADSEM, c'est-à-dire on n'a pas trop le choix. Donc il y a aussi la création de ce poste d'ADSEM pour que la personne intervienne 5 demi-journées par semaine, 2 après-midi, lorsqu'il n'y a pas d'activité périscolaire organisée à l'école. Alors là, on est un peu dans l'urgence. Il a bien fallu faire intervenir la personne dès que l'instit a été nommé, enfin, la professeure des écoles a été nommée. C'est quelqu'un, elle est arrivée dès le lundi. Hein. Ça n'a pas traîné. Voilà où nous en sommes. Alors, dans la prochaine délibération, au moment où on a préparé la délibération de la semaine dernière, on était sur 23h30. C'est possible que ce soit quelques heures de plus. On est en négociation. Il fallait qu'on ait qu'on voit exactement comment s'organiser. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas un temps complet. Non, ce n'est pas un temps complet. S'il n'y a pas besoin d'avoir le temps complet, on mettra pas le temps complet. Mais on mettra le temps correspondant au temps de présence du professeur des écoles. C'est ça l'obligation, on n'ira pas au-delà. Donc il y a eu une rencontre avec l'équipe pédagogique en fin de semaine dernière pour essayer d'arrêter le chiffre exact du nombre d'heures d'intervention de cette assistante maternelle. On aura l'occasion de revenir sur la rentrée scolaire et les taxes, bien sûr. On va laisser un petit peu les choses se faire avant de faire un premier bilan. Ça commence, mais il faut qu'on prenne un peu de temps pour le faire. Sur cette création de poste, est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? C'est de vous résumer. Juste sur l'ensemble des effectifs, quelle est l'évolution des effectifs sur les 2 écoles? Alors sur l'ensemble des 2 écoles, pas tellement. Il y a eu du glissement d'une école, enfin en termes d'effectifs, ce n'est pas forcément les mêmes enfants, mais le total, je pense, quelques effectifs en plus, mais c'est à la marge, c'est 5-6 enfants peut-être sur la totalité. Mais il y a eu un peu de glissement. Alors après, on sait comment ça fluctue. Mais 5-10 enfants, ça va vite. Hein. On a 5 enfants de plus à un endroit ou à un autre, on change complètement. On peut changer.
Alors, si on n'avait pas eu cette création de poste, ce qui se serait produit, c'est qu'on aurait eu un certain nombre d'enfants de maternelle qui auraient été mis, non avec les CP, qui est le niveau juste au-dessus, mais avec les CM1, parce que les CE1, pardon, quand même, les CE1, il y a longtemps, j'ai perdu la chronologie des choses, avec les CE1, parce que c'était dans cette classe-là qu'il y avait le moins. Alors c'est vrai que ça a joué. Si on avait mis des grandes sections avec les CP, je pense que on aurait du mal à avoir le poste. Mais à partir du moment où le CP était couplé et qu'il fallait travailler avec le CE1, voilà, mettre 6-7 élèves de CP en CE1, ça paraissait un peu compliqué. Mais globalement, les effectifs sur la commune, une petite croissance, mais c'est pas, il n'y a pas eu 15 élèves de plus cette année hein, dans l'ensemble des écoles. Donc actuellement c'est 191, 127 au dernier des comptes qu'on a vu au moment de la rentrée. Bon, il y a peut-être, ça va encore s'ajuster, on sait bien, il y a toujours des petits ajustements, et ce sont ces chiffres-là qui ont servi à la création du poste en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une classe de disponible. Ah oui, il y avait une classe. Oui, la classe existait. Alors ça a compté aussi. La classe existait. En fait, il y a une dizaine d'années pratiquement. J'ai plus souvenir en quelle année elle a été fermée, la classe. Peut-être que Yannick se souvient. Non. En quelle année elle avait été fermée, la classe de maternelle? Non, je ne sais plus. C'est 2006. 2006, quoi. Non, il y avait une classe de 2006. Voilà, à peu près. Donc, on avait la salle existait. Bon, elle était d'ailleurs utilisée souvent pour des activités ou des doublements un peu, parce que ça a déjà existé pas longtemps, mais l'année d'avant, nous avions eu un demi-poste qui nous avait été mis par l'inspection académique, un demi-poste de titulaire remplaçant qui n'avait rien. On nous l'avait mis il y a une demi-journée, mais on nous avait dit c'est pas officiel non plus, on ne sait pas si ça durera. C'était pas dernière, c'est il y a 2 ans. Oui, du coup la salle était déjà occupée, si c'était ici. L'époque de Ken, c'était quand il était inspecteur d'académie de l'ISTEM. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Je le soumets à votre approbation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, dans les informations, rentrées de informations générales, il avait été promis que Frédéric nous fasse une petite intervention, c'est rapide, avec 2-3 diapos, pour vous expliquer le pourquoi du comment des dysfonctionnements qu'on a pu avoir au mois de août, avec en traduction la mise en place du drapeau rouge pendant 3 jours sur la plage de Billy. Donc, comment? Donc on va être relativement bref, mais je pense que c'est important parce que depuis ça, bon, il y a eu une enquête de fait, y compris par Veolia, par tous les acteurs. Je pense qu'on peut vous donner les raisons. Alors pourquoi j'ai fait un arrêté? Parce que je préfère qu'on prenne l'arrêté plutôt que ce soit l'ARS qui m'impose. Mais voilà. Et puis c'est la logique, on va en parler. Les gens ont les documents dans vos chemises. Okay. Alors, peut-être d'abord sur l'événement particulier de début août, hein, sachant après que vous avez la chronologie de ce qui, la chronologie, je veux dire, des contrôles sanitaires sur les 4 plages de l'année, et vous avez également ce qu'on avait vu en commission développement durable que j'ai mis à jour, à savoir l'évolution de la qualité de la banche depuis un certain nombre d'années pour mettre un petit peu en perspective les résultats. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé le 6 août. On l'a dit, le mois de juillet, beau et sec, le mois d'août, un petit peu plus difficile au niveau météo, et notamment sur ce début de période, avec des grosses précipitations, des gros débits qui arrivaient à la station d'épuration. Accessoirement, même si c'est pas directement de notre responsabilité, c'est vrai qu'il y a courait un petit peu partout avec des postes en alarme dans les différents secteurs. Toujours est-il donc que le mercredi 6 à 5h30 du matin, le technicien Veolia d'astreinte reçoit une alarme niveau eau sur la station d'épuration.
Donc il se déplace sur place, constate qu'effectivement la station est non seulement en niveau haut, mais est en débordement, donc avec un rejet direct de l'effluent dans le milieu naturel. En plus, normalement 5h30 du matin, on a très peu d'effluents. Il se trouve que ce jour-là, il y en avait beaucoup, dû justement à ces phénomènes de précipitation. Donc le technicien voit cette station niveau haut, première réaction, il essaye de mettre en route, et la station donc était à l'arrêt, il essaye de mettre en route la station, et la station refuse de démarrer, donc y compris donc les pompes, alors la station d'épuration, j'aurais peut-être pu le préciser, pour l'essentiel vous l'avez visité, quand on arrive juste à droite du bâtiment d'exploitation, à l'endroit en fait où arrivent les fluents, on a une station de relèvement. Un poste de relèvement qui est le premier élément finalement de la station d'épuration. Donc c'est sur ce poste de relèvement qu'il y avait un dysfonctionnement, et donc c'est dès cette entrée finalement que la station ne fonctionnait pas. Donc le technicien a essayé de mettre en route la station d'épuration, ça n'a pas fonctionné, donc le temps qu'il trouve, au mois d'août, au milieu de la nuit, les explications, il a réussi à joindre le technicien qui a suivi la construction de la station d'épuration et qui lui a donné finalement la réponse qui lui a permis de remettre en route la station d'épuration. Donc depuis, l'effluent en fait coulait donc dans la rivière. Alors concrètement, ce qui s'est passé, les pompes donc sont. J'avais essayé de faire un schéma, mais je ne comprends pas beaucoup. C'est ça le schéma? Oui, c'était ça le schéma. Alors donc la description, un poste de relèvement, vous savez, c'est une cuve dans laquelle les fleurs arrivent par le bas, puisque la station d'épuration, même située finalement à un point relativement bas de Binic, donc nécessite en fait un relèvement dès l'arrivée. Donc les fluents arrivent en bas, il y a 3 pompes, donc 3 tuyaux qui plongent dans l'effluent, qui remontent cet effluent sur le premier niveau qui est le dégrillage et le tamisage qui se situe sur le haut de la station. Comme toutes les stations de France et de Navarre, ou comme tous les postes de relèvement de France et de Navarre, ils fonctionnent avec 2 poires de niveau, une poire niveau bas, une poire niveau haut. Quand on arrive niveau haut, la station se met en marche, alors 1, 2, 3 pompes, après c'est l'automate qui gère, jusqu'à ce que la station arrive niveau bas. Quand on est niveau bas, les pompes s'arrêtent. Voilà, donc on a ce fonctionnement normal, niveau haut, niveau bas, qui met en route la station d'épuration. Et puis, on a un point niveau très haut, qui est le niveau d'alerte, qui justement envoie le message à l'agent d'astreinte avant qu'il y ait débordement. Donc là, le niveau très haut était atteint, puisque effectivement, l'agent a été prévenu. Voilà. Alors, ce que ne savait pas le technicien qui est intervenu cette nuit-là, c'est que dans le cas particulier de notre station, on a un niveau très bas, qui est en fait un niveau de protection de l'installation. C'est-à-dire pour pas que les pompes puissent éventuellement tourner à vide, et donc griller, et prendre le risque effectivement de mettre la station, là pour le coup, en panne de longue durée, puisque c'est en pompage. On a un niveau très bas qui est une sécurité absolue, c'est-à-dire que ce niveau-là, il a été imaginé pour que justement, précisément, si lors d'un accident de manipulation, c'est-à-dire qu'un technicien met en route la station en marche forcée et puis la laisse tourner, si on atteint un niveau très bas, la station s'arrête, y compris en fait si elle a l'ordre manuel de démarrer. Et il se trouve qu'on a eu un dysfonctionnement sur ce niveau très bas, c'est-à-dire que la station était à la fois en niveau très haut et en niveau très bas, et donc l'automatisme interdisait le démarrage. Donc tant que la cause n'a pas été comprise, la station a refusé de démarrer. Voilà. Donc, ce qui fait que l'intervention a un petit peu duré. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, évidemment, c'était justement au moment où il y avait des très gros débits, avec donc des gros lâchers dans la rivière. Alors, ce que prévoit la réglementation maintenant, c'est justement précisément, c'est que en cas de dysfonctionnement, le maire prenne un arrêté d'interdiction de baignade, ce qui permet précisément de ne pas prendre un risque d'exposer la population à une éventuelle pollution.
Et donc ce qui permet aussi accessoirement, et vous le verrez d'ailleurs dans les résultats finalement 2014, c'est que pendant cette période où il y a interdiction de baignade, la population n'est pas exposée au risque, et donc pendant cette période-là, on n'a pas de mauvais résultats, puisque forcément personne est censé aller se baigner. Voilà pour l'explication technique. Donc sur ce poste de relèvement, alors évidemment, je pense que maintenant, compte tenu de tous les techniciens de Veolia connaissent cette sécurité. Au-delà de ça, c'est qu'on leur a demandé de re-réfléchir sur l'analyse de défaillance qui avait été réalisée avant la construction de la station d'épuration. Analyse de défaillance, alors analyse AMDEC, qui a justement pour but d'essayer d'anticiper tous les problèmes critiques. Sans doute d'ailleurs que cette poire niveau bas avait été imaginée justement suite à cette analyse de défaillance pour protéger la station d'épuration. Je pense que le souci, c'est qu'effectivement, ce point niveau très bas n'a pas envoyé d'alerte et du coup a compliqué le diagnostic. Voilà. Donc l'incident proprement dit sur le plan technique, parce que bon, par manque d'eau, c'est normal qu'on ait une sécurité, par manque d'eau, c'est logique. Mais quel est l'incident proprement dit qui a bloqué la station? C'est ce capteur niveau très bas qui a envoyé une mauvaise information, qui était un problème de défaillance. En sécurité positive, donc il a compris tout. Voilà. Sachant que c'est effectivement le système qui, et c'est sans doute un des rares dispositifs automatiques qui va jusqu'à interdire la prise en manuel. Puisque justement, précisément, normalement, le dispositif fonctionne entre les niveaux haut-bas. On n'a pas de raison d'atteindre le niveau très bas. Ce qu'ont supposé en fait les concepteurs de la station, c'est qu'effectivement, ça pouvait être justement sur une intervention manuelle que potentiellement on arrivait sur ce niveau très bas. Et donc, ce niveau très bas est prioritaire sur toutes les autres interventions, y compris l'intervention manuelle. Alors, si le technicien, clairement, ça aurait été le technicien qui a suivi, je pense qu'il aurait, d'ailleurs, c'est comme ça que le problème a été trouvé, c'est que quand ils ont réussi à le joindre, donc c'était dans la matinée, le gars lui a dit: est-ce que tu as pensé au niveau très bas? Non, voilà, nickel. Donc ça devrait être affiché, quoi. Alors oui, alors maintenant, ça devrait être affiché et géré par l'automatisme, c'est-à-dire que le système coupe l'alimentation, ça paraît pas aberrant. Par contre, ce qui était moins bien pensé, c'est le fait qu'il n'envoie pas lui-même une alarme. Ce qui, évidemment, si le technicien d'astreinte avait reçu simultanément l'alarme niveau haut, niveau bas, niveau très bas, il se serait posé la question et il aurait pu intervenir un peu plus vite. Alors ce jour-là, ce que je l'ai dit, c'est que c'était un jour avec une grosse pluviométrie, donc beaucoup de systèmes qui dysfonctionnaient. Là encore, il n'est pas de notre, de nous mêler de l'organisation de Veolia. Je pense qu'effectivement, le POPA, il avait plein d'interventions diverses et variées, et effectivement, même sur site, en fait, il n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait. C'est surtout parce que ça a duré longtemps. Je pense que si ça avait duré 1 heure, on n'aurait peut-être certainement pas, parce qu'en plus, ça s'est quand même accumulé un peu du côté du bassin. Tous les déversements, ils sont restés plus longtemps dans le bassin. Et si la pollution a duré plusieurs jours, c'est parce que, on n'a pas contrôlé dès le lendemain, il fallait mieux attendre un peu. C'est parce que le bassin sert aussi de bassin tampon pour ce genre d'effluents. Si on y ajoute d'autres bassins tampons, c'est-à-dire qu'entre l'alarme niveau haut et le déversement, il y a effectivement un petit peu de volume, donc un petit peu de volume correspond à un certain temps de réaction, un temps de réaction qui lui-même est proportionnel au débit qui arrive, et effectivement quand il y a un très gros débit, du coup on réduit le temps de réaction, et voilà, et là il se trouve que c'était la nuit, que c'était le mois d'août, et voilà, toutes les conditions étaient défavorables. Le même problème de niveau très bas qui serait arrivé la journée, il aurait été géré comme un incident sans conséquence, puisque la station aurait été reprise avant qu'elle ait débordé. Vous voulez vous fournir toute cette information, je pense que c'est important qu'on sache pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ceci dit, sur le fait d'interdire la plage à la baignade ou autre chose, dans l'idée même des profils des baignades tels qu'on est en train de les faire,
c'est bien l'idée qu'on n'attend pas le contrôle de l'ARS pour fermer une plage, c'est dès qu'on a une alerte, on ferme. Et à partir de là, on met entre parenthèses en fait la période de pollution. Alors que si on attend un contrôle extérieur, eh bien à ce moment-là, on peut comptabiliser de mauvais résultats sur la plage. Donc il y a vraiment aussi, et ça je m'y conformerai régulièrement, s'il y a risque, on prend l'arrêté d'interdiction. C'est fréquent, hein, si vous regardez ce qui s'est produit sur toute la côte, je voyais ce matin, c'était dans un autre domaine, c'était à Dinan, lié aux algues vertes, ils ont interdit le port de Dinan. Alors c'était pas à la baignade, je suppose qu'il y a beaucoup de monde à se baigner dans le port de Dinan, mais il y a quand même pas mal de touristes à circuler dans ce coin-là, ils ont interdit parce qu'il y avait un problème d'émanation dans le port. Donc je pense que c'est vraiment le principe de précaution qui nous conduira à faire ça. Voilà. La démarche profil de baignade, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une démarche qualité. C'est-à-dire concrètement, on ne demande pas forcément d'avoir un... Voilà, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on dit, et surtout, on ne demande pas forcément à ce qu'on soit toujours bon, par contre, on demande à détecter quand on ne l'est pas. C'est ça la philosophie de la démarche qualité, et donc c'est bien de détecter le souci avant qu'il n'ait de conséquences, et donc prendre des mesures de prévention qui s'imposent. Donc là, typiquement, hein, c'est vrai que, bon, à la fois, je pense que c'est évidemment un mauvais coup. Dans le même temps, ça a mis en évidence, et notamment aux yeux de l'ARS, le fait que la mairie a réagi comme elle devait le faire. Bon, merci. Voilà l'explication. On aura l'occasion de revenir, j'espère pas sur ce même type d'incident. Deux informations complémentaires ou trois informations. Je me suis permis de mettre dans votre pochette une invitation à l'Assemblée générale de l'ARIC, sachant que le thème qui va être abordé par Claude Evin sur les dynamiques territoriales devrait nous intéresser en direct avec ce qui peut se passer sur les territoires dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Hein. Donc les Béliquais seront bien sûr les bienvenus à cette Assemblée générale. Autre point, je ne l'ai pas mis encore dedans, mais il va y avoir le congrès de l'ANF, donc je fais aussi l'appel, bon, si tout le monde voulait venir au congrès de l'ANF, ça compliquerait financièrement, je pense, la situation, mais qu'il y ait chaque année 2-3 personnes à vouloir venir voir ce que c'est le congrès, ça peut être intéressant. Donc si vous voulez faire acte, entre guillemets, de candidature, ça peut être intéressant sur 2-3 jours, les 3 jours de congrès, de pouvoir venir au congrès de l'ANF. Voilà pour les informations que je voulais vous donner. Je vous redonnerai des informations sur le congrès de l'AMF dans le prochain conseil. Mais déjà, vous allez sur le site de l'AMF et vous regardez le congrès AMF, vous aurez toutes les informations. Sur le calendrier, vous avez un calendrier qui vous a été mis. Donc le calendrier avec une modification, la commission tourisme, économie, emploi, vous avez reçu l'invitation hier. Donc il n'est pas question de la tenir demain. La commission, vous voyez, qui était prévue le 17 à 20h, elle va être reportée parce que vous avez eu l'invitation trop tard. Donc elle serait le 9 octobre. Ah, vous voyez, celle qui était prévue le 17 à 20h, commission économie, tourisme. Le 9 octobre à 20h, parce que vous avez reçu l'invitation. C'est quelque chose qu'on a vu mardi dernier en municipalité, mais après, bon, on a mis un peu de temps peut-être, et c'est pas possible d'avoir un si court délai. Vous avez l'inauguration des journées du patrimoine, donc avec la semaine d'exposition sur le patrimoine, donc samedi soir. Un certain nombre de réunions intéressantes, je pense, avec l'ALE sur les enjeux climatiques. N'oubliez pas, pour ceux qui sont délégués des élections sénatoriales, sinon vous serez taxés. La commission de travaux qui est dessus, alors 18h15. Parce qu'il y a une commémoration sur la journée Hardy un peu plus tôt, donc on a décalé un petit peu la commission travaux à 18h15. Donc le 25, 18h15. Donc je rappelle les sénatoriales, il ne faut pas oublier d'aller voter. Ça pour que... Normalement, vous avez reçu une convocation avec un horaire pour passer. Je vous préviens aussi, si vous n'y êtes jamais allé, que se stationner à Saint-Brieuc à proximité de la préfecture ce jour-là, c'est mission difficile. Mission difficile. Donc ne dites pas j'ai un quart d'heure pour trouver une place, parce qu'il y a des centaines de gens comme vous et moi qui vont être dans cette situation-là. Le stationnement à Saint-Brieuc, un dimanche, c'est... Voilà.
bien investi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres points, je lève la séance, je vous remercie. Je propose à tous ceux qui le veulent de partager un peu. Merci.